Allez, allez, on y retourne. Donc, Martial, normalement, va nous allumer sa petite caméra et va attaquer son partage. Exactement. Hop. Je vais donc vous laisser entre les mains expertes de notre plus cher Martial, qui va donc vous parler de Talend Data Integration dans sa version open source, puisque une version open source qui fait déjà beaucoup de choses qui existent. Et donc voilà, je vous laisse entre ses mains pour une grosse heure et demie sur la découverte et vos premiers pas et vos premiers traitements de données. C'est tout bon pour toi, Martial? C'est tout bon, je te remercie. Allez. Super. Donc, comme l'a précisé Nicolas, donc effectivement, moi je vais vous présenter un petit peu donc Talend Data Integration. Donc, pour faire rapidement un petit programme sur ce que l'on va voir pendant cette grosse heure et demie. Donc, je vais faire une passe assez rapide sur l'installation des prérequis, donc Java et Talend, puisque Nicolas vous a spécifié que lundi, normalement, vous avez reçu donc un mail vous informant des manipulations à réaliser. Donc, je vais passer assez rapidement dessus. Ensuite, nous ferons un petit tour d'horizon sur la découverte de l'interface de Talend. Et ensuite, nous verrons donc quelques cas pratiques, des cas relativement simples qui vont vous permettre donc de gérer vos données, donc que ça passe de la mise en base de données, la récupération de données et également la transformation qui est une des clés de voûte de l'ETL Talend. Donc sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc juste pour la partie installation, j'ai une petite diapositive très rapide à vous présenter. Donc, comme je disais, Talend va nécessiter donc des prérequis qui sont dans un premier temps. Juste Martial, tu es sûr que tu as partagé correctement? Parce que moi, j'ai pas de retour sur ton partage. Ah, pardon, tu fais bien de me prévenir. Vous voyez pas du tout mon partage? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, hop, pardon. C'est l'effet démo, ça. Je vais récupérer du coup ma fenêtre Zoom si je la trouve. Trop d'écran, on sait. C'est ça. C'est le gros problème de notre métier, ça. On a trop d'écran. Mince. Hop. Tac. Yes, Et là, du coup, voilà. Impeccable. Effectivement, Merci, pas de souci. Donc là, normalement, vous voyez ma diapositive donc d'installation sur les prérequis de Talend. Donc, pour ce faire, où j'en étais? Oui, je disais, donc Talend, ça va être un ETL, donc un logiciel qui va être basé sur Java. Donc, l'un des prérequis pour pouvoir utiliser Talend, donc ça va être Java. Donc, ici, vous avez les deux liens pour venir télécharger, donc à la fois Java et à la fois Talend. Donc, hop, dans un premier temps, Java, on peut vérifier la présence de l'installation sur sa machine. Donc ici, c'est un exemple sur Windows. Donc il suffit de taper la commande java-version dans un CMD. Et là, deux cas de figure s'offrent à vous. Donc, où vous avez la version, comme on peut voir encadrée en vert sur le partage d'écran. Donc ici, on est sur la version 1.8. Donc Java est installé. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir donc une erreur remontée par le CMD, donc Java n'est pas reconnu en tant que commande interne. Auquel cas, il faudra donc installer Java pour pouvoir utiliser Talend. Donc, pour installer Java, il faut se rendre donc sur le site de Java et aller donc dans la catégorie téléchargement. Ensuite, il faut bien sûr sélectionner la version de Java que l'on souhaite installer sur notre machine. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on est sur du Windows, donc on a pris une version Windows hors ligne 64 bits, puisque c'est la configuration de notre machine. Et une fois téléchargé, il faudra donc exécuter l'exécutable du coup téléchargé. Donc si besoin, vous allez devoir utiliser le compte administrateur si vous n'êtes pas administrateur de votre machine pour pouvoir installer Java. Bien sûr, après, comme tout logiciel, on lance l'installation et on patiente jusqu'à la fin de son installation.
Une fois cela fait, le travail sur Java est encore à continuer puisqu'il faut donc définir ce qu'on appelle les variables d'environnement. Donc, c'est ce qui va permettre à votre machine de savoir où se localise Java et comment donc l'utiliser en termes de commandes telles quelles, donc dans le CMD, si l'on souhaite faire du Java relativement basique, mais si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus poussé et donc l'utiliser via Talend ou via d'autres programmes basés sur Java, il faudra donc définir les variables d'environnement. Donc pour ce faire, dans l'onglet Recherche, on peut taper Système et venir donc sur les paramètres avancés du système. Suite à ça, donc, on a une petite fenêtre qui s'ouvre, comme vous pouvez voir à gauche, et on a donc l'onglet Variables d'environnement. On peut donc définir une nouvelle variable d'environnement, variable système, et non pas variable utilisateur. Il faut faire un petit peu attention à ça. Et donc créer une nouvelle variable. Donc, cette variable, nous allons la nommer Java_Home tout en majuscule. Et la valeur de cette variable, en fait, va être le répertoire d'installation de Java. Bien entendu, cela dépendra de la version que vous allez installer, comme vous pouvez le voir dans le champ valeur de la variable. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais à ce niveau-là, en fait, on a la version qui est présente dans le nom du dossier. Du coup, il faudra bien sûr l'adapter en fonction de ce que vous avez installé. Après avoir créé donc notre variable système Java_Home, que l'on peut voir qui est indiquée donc par la petite flèche verte ici, nous allons devoir donc modifier maintenant la variable path. Donc la variable path, c'est celle qui va contenir différentes informations pour votre système. Donc il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur modifier, et ensuite on va pouvoir donc ajouter une nouvelle valeur. Et là donc on va utiliser la variable précédemment définie, donc qui est Java_Home, et nous allons la rappeler à cet endroit-là. Donc, on peut le voir, l'appel se fait par le nom de la variable entouré de pourcentage. Et nous rajoutons juste après le \bin qui permet de venir un cran en dessous, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'installation de Java. On va avoir un dossier bin qui est contenu dedans et en fait, on va venir pointer sur ce dossier-là. Hop. Donc, pour l'installation de Java, c'est réalisé, petite précision tout de même qui est indiquée sur le diapo que je n'ai pas dit à l'oral, pour pouvoir appliquer du coup les modifications sur les variables d'environnement, un redémarrage est nécessaire et donc ces nouvelles valeurs ajoutées aux variables d'environnement seront présentes lors du prochain redémarrage. Maintenant, pour l'installation de Talend, donc toujours pareil, après avoir téléchargé donc l'outil sur le lien qui était indiqué lors de la première diapositive, on a donc une fenêtre d'installation. Donc là, pas de choix possible. Il faut cliquer sur j'accepte pour pouvoir accepter les termes de l'accord de licence et donc lancer l'installation. Talend vous proposera du coup de créer un nouveau projet si c'est la première fois que vous lancez l'outil, puisque aucun projet n'est défini à l'heure actuelle. Donc, si c'est le cas, vous pouvez créer un nouveau projet. Donc, dans l'exemple-ci, on l'a appelé Local Project. Une fois créé, vous pouvez cliquer sur Terminer. Pareil, lors de du premier lancement de Talend, le pare-feu Windows va vous bloquer la communication de Talend. Donc, il vous faudra l'autoriser pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'offre Talend. Suite à ça, donc Talend est dorénavant ouvert. Il vous faudra donc finaliser l'installation par le téléchargement de bibliothèques. Donc, vous avez deux types de bibliothèques, donc les bibliothèques tierces requises, qui vont être indispensables au bon fonctionnement de Talend, et les bibliothèques tierces facultatives. Donc, installer les deux peut être assez chronophage. Les bibliothèques tierces facultatives, il y en a un petit peu plus de 3500, donc c'est quelque chose qui est relativement long à installer. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, installer les bibliothèques tierces requises. Et par la suite, lorsque vous allez utiliser des composants, donc les composants vont être des briques à utiliser dans Talend, nous y reviendrons un petit peu par la suite lors du déroulé de l'exposé. Donc, vous pouvez installer uniquement les requises et les facultatives donc, vous seront proposées à l'installation lorsque vous utiliserez des composants qui les nécessitent. Une fois que vous avez sélectionné donc les bibliothèques que vous souhaitez installer, cette petite fenêtre-ci va s'ouvrir et vous pouvez cliquer donc sur le bouton « Tout accepter », ce qui vous permettra donc d'accepter l'ensemble des licences de toutes les bibliothèques sans avoir à cliquer sur « J'accepte » à chaque fois. Donc, c'est tout pour la petite présentation d'installation
des prérequis de Talend et de Talend, maintenant nous allons voir ensemble un petit peu la découverte de l'interface. Donc je minimise ce diaporama-là, et là nous nous retrouvons donc sur l'interface Talend qui est présentée ici. Donc un petit tour d'horizon déjà, hop, je ne sais pas si vous voyez les caméras, mais je vais les décaler, comme ça vous aurez l'ensemble de l'écran. Du coup, on va partir de gauche à droite et de bas en haut pour faire un petit peu le tour d'horizon de notre studio Talend. Donc sur la partie gauche, on a l'onglet référentiel que nous avons ici, où nous retrouvons donc différentes informations. Donc l'onglet référentiel, retenez que ça va être un espace de stockage pour Talend, puisque c'est dedans que nous allons stocker donc les jobs qui vont être les scripts générés en fait par Talend. Donc typiquement, ça va être du code Java auquel nous n'avons pas forcément visibilité. Donc nous verrons que nous pouvons avoir une certaine visibilité dessus, mais l'intérêt de Talend, c'est de s'affranchir un petit peu de la difficulté du code. Et donc, on retrouve différents espaces de stockage. Donc, je parlais des jobs. Nous avons également des contextes. Donc là, ce vont être des variables que l'on va pouvoir utiliser au sein de nos jobs. Donc, typiquement, une utilisation des groupes de contexte va être pour différencier deux environnements, un environnement de développement et un environnement de production. Si je prends un exemple qui peut-être est un petit peu plus parlant, si nous traitons avec des bases de données, par exemple, et que nous mettons donc en production, si de la maintenance vient à apparaître, il peut être intéressant de faire les tests sur la table en développement et non pas celle en production. Sinon, on risque, par mégarde, d'altérer les données présentes en production. Ça permet donc de valider un petit peu les modifications que l'on peut effectuer, et les groupes de contexte permettent donc typiquement cette chose-ci. Nous retrouvons également un onglet code. Donc, ce sont des routines. Donc, les routines Talend, en fait, vont être des classes Java que vous allez pouvoir définir vous-même. Donc, on peut voir que Talend vous propose quand même dans un dossier système différentes routines qui sont mises à votre disposition. Donc, des classes qui vont contenir des méthodes que vous allez pouvoir utiliser dans vos jobs. On retrouve également les métadonnées. Donc, ça, c'est un point essentiel du studio, puisque ça vous permettra de centraliser donc les différentes informations de vos jobs et même de votre projet. Typiquement, on parlait des informations de connexion. Donc, nous allons voir lors des premiers jobs comment paramétrer donc nos composants, mais il est également possible donc de référencer différentes informations, que ce soit donc les informations de connexion à une base de données ou des informations de fichiers ou même de schémas de fichiers que nous allons aborder juste après, donc qui pourront être réutilisés dans l'ensemble de vos jobs de votre projet. Donc voilà, un petit tour d'horizon sur l'onglet référentiel. Donc pour étayer un petit peu plus mon interface, j'ai un petit job que je vais vous présenter qui permettra de peupler donc la fenêtre centrale qui est le job designer. Donc hop, je l'ouvre, voilà. Donc on peut voir qu'au centre maintenant est apparu donc deux composants. On peut les voir ici, hein, ils sont manœuvrables, c'est vraiment quelque chose de très graphique, Talend. Donc voilà. Donc ici on a notre fenêtre de job designer, on peut le voir ici, donc designer. C'est ici que tout va se passer et que vous allez pouvoir construire vos jobs. Donc ici, vous allez définir votre processus de traitement de données. Alors bien entendu, ici, c'est un exemple relativement simple. Nous y reviendrons par la suite, mais typiquement, ce composant-là permet simplement de générer donc deux valeurs et de les afficher en console. Donc ces composants-ci, vous me direz où est-ce qu'on peut les trouver. Et donc là, on va faire un décalage sur la droite, donc sur l'onglet palette que nous avons ici, qui liste donc l'ensemble des composants utilisables par Talend. Donc on peut voir qu'il y a une certaine catégorisation des composants, ce qui vous permet donc de les retrouver assez facilement. Donc là, je replie un petit peu ce que j'avais déplié. Par exemple, si on vient dans l'outil fichier, hop, fichier et lecture. Donc là, on va avoir typiquement les composants qui permettent de faire de l'ouverture de fichiers, donc typiquement venir récupérer les données. Par exemple, un qui est assez parlant, donc c'est le T-File Input Excel.
Donc, ce composant-là va permettre de lire les cellules d'un fichier ligne par ligne en spécifiant bien sûr le fichier, mais nous reviendrons sur ce composant-là plus tard. Donc, voilà ici différents composants que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également, lorsque vous commencez à être un petit peu habitué au terme des composants, venir faire une recherche dans la barre de recherche de la palette. Par exemple, le tfile input Excel, pour rester sur celui-ci. En appuyant sur Entrée, hop, on peut le voir donc apparaître ici. Voilà. Maintenant, on va passer donc sur la partie gauche, mais inférieure au référentiel. Donc, on va être sur l'onglet Outline. Donc, l'onglet Outline, je vais passer rapidement dessus, mais je vais le détailler toujours un petit peu plus à la suite du coup de l'exposé. Donc, on va récupérer ce qu'on appelle des variables globales de composants. Donc, des variables globales de composants, ce sont des variables qui sont mises à disposition par le studio Talend, qui nous permet de récupérer donc certaines informations sur l'exécution du composant. Donc, typiquement, si on se passe sur le premier composant, le tFixedFlow input, donc je peux venir déplier, et là, on peut voir que j'ai accès donc à deux variables globales de composants qui sont donc les messages d'erreur. Donc, s'il y a une erreur, je vais pouvoir récupérer le message et pouvoir faire un traitement ou créer une alerte, par exemple par mail ou n'importe quel autre système pour avertir l'utilisateur. Et nous avons également le nombre de lignes que nous pourrons récupérer. Donc, bien sûr, cela dépend à chaque fois du composant que l'on a, puisque des composants, par exemple, qui permettent de l'insertion en base de données, donc traiter avec une base de données, vont être beaucoup plus touffus en termes de variables globales de composants. Donc voilà sur la partie outline. Maintenant, on va passer sur la partie centrale que nous retrouvons donc sous le job designer. Donc ici, nous allons retrouver différents onglets. Donc le premier onglet, ça va être le paramétrage des jobs. Donc typiquement, on va trouver différentes informations concernant notre job. Le point le plus important sur cet onglet-là, ça va être l'onglet stat et log que nous allons voir par la suite, qui vous permettent donc de définir des logs sur votre job ou votre projet ou simplement certains composants. Voilà. Donc, nous allons également avoir l'onglet contexte. Donc, je vous ai parlé précédemment des groupes de contexte que nous avons dans le référentiel, donc sur la partie gauche. Ici, vous allez pouvoir donc intégrer des groupes de contexte ou créer des variables de contexte isolées, si je puis dire, qui vont être propres à votre job. On retrouve également l'onglet composants. Donc, celui-ci va permettre le paramétrage de notre composant. Donc, par exemple, ici, j'ai cliqué sur le tFixedFlow input. On peut le voir. Donc, ici, j'ai le nom qui s'affiche du composant que je souhaite paramétrer. Donc là, différents onglets de paramétrage. Je vous disais tout à l'heure donc que ce composant-là permettait de créer donc deux variables possédant deux valeurs. Donc, effectivement, je crée une variable chaîne de caractères qui a pour valeur chaîne, donc c'est une chaîne de caractères, et une colonne entier qui a pour valeur 42 et qui est un entier. Donc on a du paramétrage simple et du paramétrage avancé. Donc mauvais exemple ici, on n'a pas de paramètres avancés, mis à part les tstat-catcher. Donc ça, je ne vais pas forcément détailler beaucoup lors de cette présentation, mais gardez à l'esprit que ça permet d'avoir des informations donc sur le temps d'exécution de vos jobs, et là, en l'occurrence, de votre composant. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que le paramétrage dépend du composant. Par exemple, en cliquant sur le tlog-row, on voit bien que le paramétrage change. Et le dernier onglet qui peut être très intéressant, surtout en développement, donc ça va être l'onglet d'exécution. Donc vous allez avoir l'exécution simple qui va exécuter votre job et l'exécution debug qui peut être utilisée donc pour, comme son nom l'indique, pour débugger. Donc vous allez avoir une visualisation de vos données au sein de vos liaisons main. Donc liaison main, j'en ai pas forcément parlé précédemment, mais c'est ce qui va vous permettre de faire transiter votre donnée d'un composant à un autre. Donc ici, typiquement, si j'exécute le job pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce à quoi il sert, hop, donc voilà, on voit l'affichage console qui est présent ici. Donc notre composant tLogRow 1 et comme je vous ai dit, indiqué, donc j'ai créé
deux variables, deux colonnes qui sont chaînes de caractères et entiers avec leur valeur juste en dessous. Donc voilà pour la découverte de l'interface. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on nomme schéma en Talend. Donc les schémas, c'est la représentation réelle de votre donnée. Donc, par exemple, ici, j'ai également un petit job vous illustrant un petit peu ce que je souhaite vous expliquer. Donc ici, dans un premier temps, je vais vous montrer le fichier Excel que je souhaite parcourir avec ce job. Donc le fichier Excel, le voici. Donc, je vais avoir 4 colonnes qui représentent théoriquement des personnes. Donc, on a un identifiant de personne, un nom, un prénom et un âge. Donc, l'objectif du schéma, ça va être de spécifier à Talend, dans mon fichier Excel, j'ai ces colonnes-là. Je veux que tu me récupères donc les lignes et que tu fasses correspondre donc les valeurs que tu récupères aux étiquettes de colonnes qui sont fixées. Donc ça paraît peut-être un petit peu compliqué à l'oral, mais vous allez voir que c'est quelque chose de relativement simple à comprendre. Donc ici, je ferme le fichier et juste un petit tour d'horizon donc sur la configuration de notre composant. Donc ici, on a le chemin d'accès à notre fichier, donc le fichier que je vous ai présenté juste avant. Donc différentes configurations. On rentrera plus dans le détail lorsque je vous montrerai donc les jobs permettant de lire des fichiers Excel et du coup les intégrer par exemple en base de données. Le point important ici, donc ça va être le schéma, donc c'est le point que nous avons tout en bas. Ici, nous pouvons donc venir modifier notre schéma. Donc si je clique sur les 3 petits points, une petite fenêtre apparaît. Et donc ici, on peut venir donc définir nos colonnes. Donc j'agrandis un petit peu pour que vous ayez toutes les informations. Et on retrouve donc l'identifiant, le nom, le prénom et l'âge. Donc gardez à l'esprit que j'ai volontairement sur ces deux champs-là modifié la valeur par rapport à ce que nous avions dans le fichier Excel, puisque nous avions nous nom et prénom. C'est juste pour vous illustrer que ici les schémas sont juste des étiquettes que l'on vient coller à la colonne. Donc on peut mettre ce que l'on veut. Cependant, la coutume veut que l'on s'indexe sur le nom des colonnes définies dans le fichier, dans un souci bien sûr de suivi de données et pour éviter de se rajouter une complexité, supplémentaire. Donc les colonnes sont définies ici et nous pouvons bien sûr sélectionner notre type. Donc pour l'identifiant, on a vu que c'est de l'integer, donc de l'entier. Pour le nom et le prénom, donc c'est du string, de la chaîne de caractères, et pour l'âge, c'est de l'entier. Donc si j'en déroule un, on peut voir qu'on a différents types de variables possibles, du booléen, du tableau de bits, des dates, bref, vous avez du choix. Donc ici, on va rester sur ce type de données-là, puisque c'est ce que nous avons dans notre fichier. Donc, le schéma est représenté ainsi, et celui-ci est présent donc sur l'ensemble de la chaîne de traitement de notre processus. Par exemple, si je viens donc sur le tLogRow, donc composant qui permet d'afficher en console, on l'a vu sur le job précédent, et que je viens afficher donc le schéma, nous pouvons voir, donc ici, ça se présente un petit peu différemment, puisque sur la partie gauche, on a le schéma d'entrée, donc issu de notre composant tFile input Excel. Et à droite, nous avons donc le tLogRow, possédant donc le même schéma, ce qui nous permettra donc d'afficher en console exactement les mêmes données. Donc ici, si j'exécute le job, hop, on peut voir donc qu'on l'on récupère les données du fichier que je vous ai présenté précédemment. Hop, voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu l'interface et surtout le schéma, puisque c'est vraiment l'interprétation de la donnée faite par Talend, donc c'est quelque chose de très important pour pouvoir utiliser Talend par la suite, nous allons pouvoir passer à des cas un petit peu plus concrets. Et le premier cas que je souhaite vous présenter, donc c'est le peuplement d'un data warehouse. Donc typiquement, ce que nous allons faire, c'est lire un fichier Excel, afficher les résultats en console, c'est une bonne pratique qu'il faut adopter lorsque l'on développe. On fait quelque chose, on contrôle, on refait quelque chose, on recontrôle derrière via des tLogRow. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi des modifications que l'on est en train d'effectuer. Et suite à ça, nous mettrons donc
à disposition dans une table SQL les données contenues dans ce fichier XLSX, donc Excel. Donc sans plus attendre, je vais créer un nouveau dossier ici et je vais l'appeler webinaire par exemple et avec la date du jour. Donc on est le 2022-07-21. Donc ici, je peux créer un dossier, donc ce qui me permet d'organiser un petit peu comme je souhaite mes jobs, ce qui permet donc à l'image d'un explorateur, par exemple Windows ou n'importe quel autre système d'exploitation, de gérer un petit peu comment sont organisées les choses et pardonnez-moi l'expression, mais pas tout foutre en vrac dans un endroit. Donc ici, je vais pouvoir créer un nouveau job et donc la fenêtre suivante apparaît. Donc, on va lui donner un nom puisque c'est un prérequis indispensable pour pouvoir créer un job. Et j'attire votre attention sur le fait que Talend vous mentionne donc une bonne pratique à respecter lorsque vous développez, c'est de remplir le champ objectif et description. Donc, ici, en objectif, je vais mettre quelque chose d'assez simple puisqu'on va lire un fichier Excel, donc c'est le fichier personne, et l'intégrer dans une base de données. En description, je vais laisser vide ici. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est lorsqu'on utilise les versions, donc venir rajouter une petite note explicative sur ce que fait telle version de notre job. Donc ici, je vais laisser vide pour l'exemple. Une fois fait, je peux cliquer sur Finish. Et donc là, on a un job vierge qui vient s'ouvrir à nous. Donc, la première étape que nous souhaitons réaliser, c'est l'ouverture d'un fichier Excel. Donc ça, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le tfile input Excel qui permet donc de lire ce fichier-là. Donc, je vais venir faire un glisser-déposer de la palette sur mon job designer. Maintenant, je vais venir configurer ce composant, puisqu'on peut voir donc une petite exclamation rouge qui nous spécifie donc les erreurs à corriger. Donc ici, on peut voir qu'il faut définir un schéma, qu'on doit avoir un lien de sortie et que le paramètre liste de feuilles doit avoir au moins une valeur. Donc sans plus attendre, nous allons configurer ce composant. Donc ici, je vous passe l'étape de recherche du fichier. J'ai sauvegardé donc le lien d'accès qui est ici. Ce qui vous permettra donc ce qui me permet de gagner un petit peu de temps. Donc, attention à être vigilant ici, on est en XLSX, donc il faut bien cocher lire le fichier au format Excel 2027, donc XLSX. On va sélectionner toutes les feuilles, de toute façon je n'ai qu'une seule feuille, d'ailleurs je vais vous présenter peut-être le fichier. Donc hop, je vais l'ouvrir juste ici. Voici le fichier, donc il reprend typiquement la même structure que le fichier précédent lorsque je vous ai présenté les schémas. Donc on retrouve une liste de 10 personnes possédant les mêmes informations, donc identifiant nom, prénom et âge. Donc ici je peux refermer ce fichier. Nous avons pu voir qu'il y avait une ligne d'en-tête. Je vais juste le réouvrir peut-être pour l'explication. Donc la première ligne ici est une ligne d'en-tête. Nous ne souhaitons pas récupérer ces informations-là. Nous, les données que l'on souhaite récupérer démarrent à la ligne 2 et s'arrêtent à la ligne 11. Donc nous allons spécifier dans la configuration de notre composant que l'en-tête est la ligne 1. Et maintenant, nous allons donc devoir définir un schéma. Donc ici, nous avons l'onglet schéma qui est vierge donc de toute colonne et nous allons donc créer les 4 colonnes. Donc je vais les créer rapidement les 4 et nous allons leur attribuer un nom. Donc le premier c'est l'idée, ensuite c'est le nom, ensuite nous avons le prénom et pour finir nous avons l'âge. Je vais bien sûr adapter leur type. Donc on a vu que l'identifiant c'était un entier ainsi que l'âge. Les deux autres restent des chaînes de caractères. J'en ai pas parlé lors du schéma, mais nous pouvons également définir une longueur maximale de caractères. Donc par exemple ici, pour les entiers, je vais mettre 11. Donc c'est la longueur maximale de notre entier. Et pour les chaînes de caractères, on peut mettre 255, histoire d'être relativement large. Donc voilà, notre schéma est défini et nous pouvons cliquer sur OK. Afin de pouvoir contrôler le bon paramétrage de notre composant, je vais ajouter donc un T-Log pour afficher en console. Donc ici, je vais vous montrer également une petite astuce plutôt que de passer par la palette. Vous pouvez donc effectuer un clic sur votre Job Designer et commencer à écrire le nom de votre composant. Donc vous voyez, hop, T-Log
j'ai juste appuyé sur Entrée et celui-ci donc se met à l'endroit où j'ai cliqué. Donc le T-Log RAW, moi j'ai l'habitude de le basculer en mode tableau, ce qui me permet d'avoir un affichage un petit peu plus lisible par l'humain. Et maintenant, nous allons donc relier ces deux composants ensemble. Donc pour ce faire, je vais effectuer un clic droit sur le composant de gauche, donc mon composant d'entrée, venir dans Raw, Main, et venir cliquer donc sur mon composant de sortie qui est le T-Log RAW. Donc on peut voir que les warnings ont disparu, et pour tester notre job, on peut cliquer donc sur OK. Et donc ici, on peut voir que je récupère effectivement bien les données que j'avais dans mon fichier. Donc la première étape ici est réalisée. Maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est intégrer ces données-là dans une base de données. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser les... pardon, je viens de voir un message dans le chat. Alors, une prévisualisation des colonnes. On peut avoir ça lorsque l'on référence un fichier. Alors, j'avais pas forcément prévu de vous le montrer comme ça, mais effectivement, la question est intéressante. J'essaierai de prendre 5 minutes pour vous présenter, lorsque j'aborderai donc les métadonnées, comment venir référencer un fichier et justement avoir une prévisualisation de nos valeurs. Donc, je reprends mon explication. Donc là, nous allons venir intégrer les données dans une base de données. Donc là, nous allons utiliser les composants TDB output, puisque nous souhaitons écrire dans une table. Donc, pour le nom des composants, moi je commence à avoir un petit peu l'habitude pour la recherche du coup des composants, donc je sais à peu près lequel va faire quoi. Bien entendu, au début, vous allez surtout vous aider grâce à la catégorisation de la palette, ce qui vous permettra donc d'avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire. De même, en restant donc sur un composant, normalement, il va me faire mentir, mais on devrait avoir une information, par exemple, voilà, sur le T-File Input Excel, on peut garder la souris dessus pour avoir des informations sur ce que fait ce composant. Revenons-en à nos moutons. Donc, nous, c'est le TDB Output qui va nous intéresser. Donc, je vais venir le mettre ici. Donc, ce composant-là, bien sûr, il faut le paramétrer puisqu'on vient faire une connexion à une base de données. Donc, ici, nous allons sélectionner dans un premier temps notre base. Donc, moi, ça va être du MySQL. Et donc là, une fois qu'on a sélectionné notre base, nous pouvons voir que nous avons donc différentes informations de connexion. Donc moi, la version, ça va être du MariaDB. Et alors là, dans un souci de confidentialité, on va dire, je vais faire une petite manip que je vous expliquerai plus tard grâce aux variables de contexte, ce qui me permet donc de garder sous silence, entre guillemets, les informations de connexion à cette base de données. Donc ici, je vais intégrer juste le contexte qui me permet de me connecter à la base de données. Et plutôt que de mettre les valeurs… Tu fais des petites choses secret défense. On a Martin qui nous a posé une question. Alors, on a eu plusieurs questions et on reviendra dans le moment question-réponse sur ces éléments-là. Martin nous posait une question en live et il nous disait, quand on importe un fichier, est-ce qu'on peut avoir une prévisualisation des colonnes, type et nom, notamment pour les gros fichiers? Alors oui, pour le coup, j'ai répondu à cette question. C'est vrai que je me suis dit que j'allais donc intervenir dessus quand nous verrons les métadonnées, puisque ça intervient dans ce cadre-là. Après, si vous souhaitez, je peux faire peut-être un petit aparté sur ce que j'étais en train de faire pour illustrer un petit peu comment fonctionne la métadonnée. Non, mais garde, si c'est prévu à ton programme et que Martin a sa réponse, ça me va bien. D'accord. Mais alors, du coup, n'hésitez pas à me rappeler le fait que j'intervienne dessus, parce que c'est pas quelque chose que j'avais prévu initialement de montrer comme ça, mais c'est vrai que la question est intéressante, donc je pense que je peux prendre 5 minutes effectivement pour venir détailler un petit peu plus sur ce point-là. Mais effectivement, je reviendrai dessus lorsque nous aborderons les métadonnées. Du coup, pour reprendre là où j'en étais, donc oui, je disais, dans un souci de confidentialité, je ne vais pas vous mettre à disposition donc, les informations de connexion à notre base de données. En gros, j'ai référencé tout ça dans un groupe de contexte que je viens d'intégrer à mon job et je vais pouvoir utiliser donc, ces variables de contexte pour paramétrer ma connexion à ma base de données. Donc ici, pareil, je reviendrai sur ce point-là, mais pour faire appel à des variables de contexte, il faut taper contexte. Et ensuite, hop, nous avons donc accès aux différentes variables de contexte que j'ai pu définir. Donc, ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est ça. Et ici, donc, je vais mettre lot. Hop, pour la base de données, je vais mettre
la base. Oui, petit tips, vous pouvez remarquer du coup que là, je fais un copier-coller de mon contexte, mais après, je n'écris rien. Donc, j'utilise l'autocomplétion qui est réalisée par contrôle espace sur Talend, qui vous permet donc de venir récupérer les variables sans avoir les écrire totalement. Donc ici, l'utilisateur, le mot de passe que je vais définir exactement de la même manière, qui est ici. Donc là, nous avons les informations de connexion à notre base de données. Il y a juste un point qu'il faut ajouter, donc c'est sur quelle table nous souhaitons donc ajouter les données. Donc ici, j'ai défini une table webinaire personne. Donc je peux l'illustrer peut-être en base de données. Hop, je l'attrape juste ici. Hop, la voici. Donc ici, nous avons notre table webinaire personne qui est totalement vierge de données. Donc ici, je redécale ma fenêtre et je vais venir ajouter ce composant-là, ce lien-là, pardon. Donc ici, en suite de paramétrage de notre composant, nous pouvons donc définir des actions sur les tables. Donc ici, étant donné que la table existe et que c'est pour la démonstration, je vais supprimer la table si elle existe et la recréer. Ainsi, donc, on sera sûr que les données que je vais insérer sont celles issues de mon fichier. Et comme action sur les données, je vais rester sur de l'insert. On peut voir qu'on a différentes actions possibles, donc de l'update, du delete, bref, toutes les opérations classiques que l'on peut réaliser en SQL. Donc ici, on va rester sur de l'insert et je vais pouvoir donc exécuter notre job. Donc ici, j'ai exécuté notre job. Donc on peut voir que 10 lignes sont passées du premier composant jusqu'au second, donc l'affichage, et 10 lignes sont également passées donc, du composant d'affichage, donc que l'on a ici en console, jusqu'à notre base de données. Donc pour venir vérifier la bonne exécution de notre job, donc je reviens sur la base de données et j'actualise maintenant les résultats. Et là, on peut voir donc que les données ont été intégrées en base. Donc voilà comment peupler une table de manière rapide, donc avec un exemple relativement simple ici. Hop. Donc maintenant que nous avons fait ceci, nous souhaitons potentiellement venir faire l'opération inverse, donc récupérer des données de table et pour faire du traitement, ou là, en l'occurrence, ça va être juste pour de l'affichage. Les traitements viendront par la suite. Donc ici, je vais pouvoir fermer ce job-là et donc en créer un nouveau, donc toujours dans ce dossier-là. Donc je vais créer un nouveau job que lui, je vais nommer donc lire données SQL. Donc ici, en objectif, pareil, on va lire donc une table SQL et afficher donc les résultats en console. Donc pareil ici, le champ de description, je vais le laisser vide, mais je vous rappelle qu'il est recommandé de mettre au moins une petite note lorsque vous développez. Donc ici, finish, et nous voici donc sur un nouveau job totalement vierge. Donc ici, sans plus attendre, je vais pouvoir ajouter mon contexte qui me permet donc de définir mes informations de connexion à ma base de données, puisque nous allons en avoir besoin. Donc précédemment, pour ajouter des données en base de données, nous avons utilisé le composant TDB output, pardon. Et là, en l'occurrence, donc j'ai mangé un petit peu le nom, nous allons utiliser le TDB input, donc qui permet de récupérer des informations d'une base de données en vue de les traiter, les afficher. Donc ici, le TDB input, hop, qui va être ici. Donc je vais le mettre sur la partie gauche de l'écran, hop, et nous allons donc le configurer. Donc là, pareil, il faut sélectionner hop, la base de données qui est du MySQL. Et nous allons faire exactement la même manipulation. Je vais passer assez vite sur ce genre de choses puisque nous l'avons déjà vu précédemment. Hop. Donc là, on est sur l'hôte. Ici, nous allons faire la base de données. Ici, ça va être l'utilisateur. Et pour terminer avec les contextes, ça va être le mot de passe. Hop, password. Parfait. Donc ici, voilà. Et nous allons donc peut-être spécifier le nom de la table
effectivement pour venir récupérer les informations. Donc ici, hop, il faut bien faire attention quand on écrit en dur. C'est vrai que j'ai pas spécifié, mais ça respecte la syntaxe Java, donc les chaînes de caractères sont entre double quotes. Donc là, ici, nous avons donc configuré notre connexion à notre base de données et défini la table. Il nous faut encore un schéma et modifier un petit peu la requête définie, puisque vous pouvez voir donc juste en dessous une requête SQL qui est définie, sauf que nous, ce n'est pas des employés que nous souhaitons récupérer, mais des propriétaires d'après la table. D'ailleurs, en parlant de cette table, je vais vous montrer hop, à quoi celle-ci ressemble. Donc, on reste toujours à peu près sur le même formalisme de schéma. Donc, on retrouve des propriétaires, donc qui sont des personnes avec différents champs qui les caractérisent. Donc, on a un identifiant, un nom, un prénom. Et cette fois-ci, nous avons changé un petit peu. Nous n'avons pas mis d'âge et nous avons mis un ID d'adresse, ce qui nous servira lors de la prochaine démonstration de voir comment on peut faire des jointures entre données. Mais bon, là, je vous spoil un petit peu. Nous y reviendrons juste après. Donc, la structure de la table, la voici. Et nous allons donc pouvoir créer un schéma. Donc ici, nous allons définir notre schéma comme nous avons vu précédemment. Je vais en profiter peut-être pour vous montrer un petit tips parce que vous avez pu remarquer que sur le schéma précédent, donc j'ai recopié mes 4 colonnes. Là, nous allons pouvoir donc faire un copier-coller de notre schéma. Je vous illustre ça tout de suite. Donc ici, je reviens sur mon TDB output de mon job précédent et je reviens sur le schéma que j'ai ici. Pardon, voilà, je l'attrape. Donc ici, nous avons ces 4 colonnes. Donc je vais pouvoir les sélectionner, donc avec la touche Maj qui permet de sélectionner de manière multiple. Et ici, nous avons donc un bouton qui permet de copier les éléments sélectionnés. Donc ici, je peux refermer et venir donc sur mon nouveau job que je suis en train de définir, ouvrir la définition du schéma et venir coller les éléments que j'ai précédemment copiés grâce à ce bouton-là. Et nous nous retrouvons donc avec les différentes valeurs. Donc, une petite modification s'impose puisqu'on ne parle plus d'âge, mais d'idée d'adresse, qui est ici, qui reste de l'entier. Et ici, nous allons définir donc ce qu'on appelle une clé sur l'identifiant. Donc, lorsque l'on traite avec des bases de données, c'est hyper important d'avoir une clé de défini. Pour l'insert, pas tant que ça, mais ça va être surtout utile dès que vous voulez faire des modifications, donc de l'update ou du delete, puisque c'est la clé qui va être utilisée pour retrouver donc la ligne correspondante. Donc ici, j'ai défini donc mon identifiant comme clé primaire de mon schéma. Donc mon schéma est maintenant défini, il nous reste donc la requête à adapter. Et là, Talend est très bien fait, puisque vous avez un bouton qui s'appelle Guess Query, qui en cliquant dessus, va vous permettre donc de venir récupérer les différentes informations de la base de données. Donc ici, veillez à vérifier que les informations, hop, je vais peut-être augmenter un tout petit peu la taille ici, que les informations que vous récupérez, donc ID, nom, prénom et ID adresse, correspondent bien à ce que vous avez en base de données. Effectivement, on a vu précédemment que les étiquettes que l'on collait pour la lecture, par exemple, de fichiers Excel étaient vraiment des étiquettes. Hein. On pouvait très bien mettre quelque chose de différent par rapport à ce que l'on avait comme nom de colonne sur notre fichier. En base de données, c'est un petit peu plus délicat puisqu'il faut vraiment s'assurer que les noms correspondent. Donc voici pour le paramétrage de ce composant-là. Et nous allons donc ajouter un TLogRow comme à notre habitude pour afficher donc les résultats en console. Donc ici, je viens relier mes deux composants par un flux main qui permet donc de faire transiter la donnée, je répète, et nous allons pouvoir donc l'exécuter. Et ici, donc, lors de l'exécution, nous récupérons l'ensemble de nos personnes définies en base de données. Ce qui est intéressant avec ce composant TDB Input, c'est qu'on a pu voir donc que la requête SQL était définie directement. Donc, on peut venir intervenir dessus et potentiellement la modifier. Donc ici, je supprime donc la dernière double cote qui me permet donc de clôturer ma requête. Et je vais ajouter, par exemple, une clause where, donc qui est une condition. Et ici, je veux que l'identifiant d'adresse soit supérieur ou égal à 9. Donc,
si je réexécute notre job, nous avons pu voir que nous avions 15 lignes qui étaient passées, donc les 15 lignes contenues dans notre table. Maintenant, réexécutant, on peut voir que seulement 8 sont passés et effectivement, tous les identifiants d'adresse sont donc supérieurs ou égales à 9. Donc, on peut venir vraiment modifier notre requête pour l'adapter au plus à notre besoin. Donc ici, c'est un exemple relativement bateau, mais tout est envisageable, si je puis dire, sur la définition des requêtes. Alors là, du coup, je vais vous montrer également un petit tips pour éviter, comme moi, d'avoir à réintégrer à chaque fois des valeurs de contexte, notamment pour la connexion à la base de données. Donc, quand vous avez défini votre premier composant, plutôt que de devoir le reparamétrer sur un autre job ou plus loin sur votre job, vous allez pouvoir donc référencer ce schéma-là, enfin cette connexion-là, et pouvoir l'utiliser donc dans vos différents jobs. Donc pour ce faire, vous avez l'onglet type de propriété et une petite disquette. En gardant la souris dessus, on peut voir qu'on enregistre les propriétés dans les métadonnées. Donc je vais venir cliquer dessus. Hop. Et ici, donc, je vais lui donner un nom, par exemple, BDD webinaire. Hop. On va essayer de bien l'écrire quand même. Voilà. Donc, comme pour les jobs, on peut définir un objectif et une description. Donc ici, je passe ces étapes-là pour gagner un petit peu de temps. Donc je fais Next. Et donc là, la problématique que je vais avoir et que je n'avais pas forcément anticipé, c'est que ça m'a appris mes variables de contexte. Donc ce n'est pas grave, puisque du coup, Talend va avoir besoin des valeurs réelles pour pouvoir se connecter. Donc le serveur, je vais le remplacer, hop, par ça. Le port est identique. Je vais modifier donc la base de données qui est ici. Et tac, tac, l'utilisateur également, pardon. C'est que j'avais oublié donc cette partie-là. Hop, et en plus, hop là. Tac, et pour finir, je pense que le mot de passe, il a également dû me le modifier. Donc, je vais récupérer ça tout de suite. Hop. Hop. Donc là, normalement, c'est bien fait. Vous ne devriez pas voir. Parfait. Et donc, un point important, c'est que nous pouvons donc tester notre connexion à notre base de données. Ah, tiens. Ah oui. Autant pour moi, je crois. Voilà. Et donc là, si je viens tester l'effet démo qui apparaît, décidément. Tac, tac, tac. Alors, où est-ce que j'ai pu faire une erreur? Bon, alors je vais pas perdre énormément de temps dessus. J'ai une métadonnée qui est configurée sur cette table-ci. Donc, je vais vous l'afficher. Hop, c'est celle-ci. Donc, on peut voir les informations là, et normalement, si je teste la connexion, donc effectivement, elle est bien établie. Donc, j'ai dû oublier un espace ou me tromper quelque part. Bref, pour la suite de cette formation, nous allons donc utiliser celle qui est déjà définie, puisque ça sera très fonctionnel. Bien entendu, la méthode pour créer la métadonnée est identique. Sinon, vous pouvez directement passer par l'onglet métadonnées, faire un clic droit, créer une connexion, et vous vous retrouvez donc sur la même fenêtre pour définir la connexion. Voilà. Hop, je reprends du coup mes notes. 30 secondes, pardonnez-moi. Du coup, je vous ai présenté ça. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment venir donc joindre deux tables, deux bases de données, enfin deux tables présentes sur une base de données en vue de joindre donc deux fichiers et peupler un petit peu nos données. Donc ici, je vais pouvoir fermer ce job et fermer également celui-ci. Donc là, je vais créer un nouveau job que je vais appeler donc jointure table BDD. Hop, hop, ici. Et en objectif, donc je vais mettre quelque chose d'assez rapide, hein, jointure de deux tables, et afficher donc les résultats en
console. Et nous verrons après par la suite sur l'écriture d'un fichier Excel contenant ces données. Pareil, en description, je laisse vide. Donc ici, nous allons joindre deux bases. Donc la base propriétaire que nous avons vue précédemment et une base adresse que je ne vous ai pas encore présentée, mais que je vais faire sans plus attendre. Donc la base propriétaire, la voici. Et nous avons la base adresse qui est ici. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre. Si j'y arrive, voilà. Donc, nous avons les propriétaires qui sont à droite, pour lesquels nous avons déjà traité, et nous avons donc à gauche les adresses. L'objectif, ça va être donc de faire une jointure sur un champ commun, donc qui va être l'identifiant d'adresse, qui correspond donc à l'identifiant sur les adresses. Et nous allons donc effectuer la jointure sur ces deux tables. Donc, sans plus attendre, je vais déplacer ces éléments-là, et nous allons donc commencer à développer. Donc, comme je vous ai dit, nous allons utiliser, grâce aux métadonnées, la connexion à la base de données définie. Donc ici, je vais faire un glisser-déposer, comme on peut faire donc en utilisant les composants de la palette. Ici, donc, je vais avoir le choix des composants que je souhaite utiliser avec ces informations-là de connexion. Donc ici, on souhaite récupérer de la donnée. Donc c'est de l'input, puisqu'on vient charger de la donnée dans notre TL. Donc c'est le TDB input que nous souhaitons utiliser. Donc on peut voir que les différentes informations de connexion sont directement ajoutées. Le seul champ qu'il va falloir donc adapter, et ce qui est normal, donc c'est le nom de la table. Et alors, sans le tirer, ça sera bien. Et bien entendu, la requête SQL. Mais pour utiliser notre requête SQL, nous allons donc définir un schéma, donc le schéma de propriétaire. Donc ici, modifier le schéma et je devrais pouvoir encore avoir parfait. Donc, dans mon presse-papier, souvenez-vous, j'ai copié le schéma précédemment. Même si j'ai fait des copiés d'autres textes, le schéma est quelque chose d'à part. Donc, quand je reviens sur l'onglet de définition de schéma, je peux coller le dernier schéma que j'avais copié. Donc, ici, j'aurais dû le faire après les modifications, mais on va mettre donc l'identifiant d'adresse. Et je vous rappelle, donc on est en base de données, donc la clé, ça va être l'identifiant. Ici, donc, je peux cliquer sur OK. Un petit tips qui vous permettra donc d'avoir plus de visibilité lorsque vous développez. Donc, c'est le nom des composants que vous pouvez modifier. Donc, en faisant un double clic assez lent sur le texte, comme pour renommer par exemple un fichier sous Windows, vous allez avoir accès donc au nom de votre composant. Et ce que vous pouvez utiliser, donc c'est le double underscore, donc -8, double underscore, table et double underscore. Et là, on peut voir que le nom de mon composant prend le nom de ma table. Donc ça, vous pouvez le voir. Donc le nom de la table est ici. En passant la souris dessus, donc on peut voir la variable qui y est associée. Donc ça permet d'avoir visuellement savoir quelle table va être requêtée grâce à ce composant-là. Donc ici, je vais pouvoir faire un copier-coller de composants, donc un CTRL-C, CTRL-V, que nous avons ici, que je vais mettre juste en dessous. Mais celui-ci, donc, nous allons l'adapter et ça va être donc la table adresse que nous souhaitons récupérer. Donc ici, je vais me mettre sur webinaire adresse. Hop, et j'ai un espace en trop. Donc ici, je vais pouvoir modifier le schéma également. Donc l'identifiant, on l'a. Donc ici, ce n'est plus un nom, mais c'est un numéro de rue que nous avons. Donc, étant donné que c'est un numéro, je peux le mettre en integer. Et donc, sa valeur maximale, ça va être 11. Nous avons ensuite, non pas un prénom, mais une rue qui est de type chaîne de caractères. Donc, ça reste tel quel. Et enfin, pour finir, une ville. Hop, avec 2 L, ça sera mieux. Qui, lui, du coup, est bien une chaîne de caractères également. Donc, je vais changer son type. Et histoire d'être tranquille, lui mettre une valeur à 255. Donc ici, je peux cliquer sur OK et donc j'ai modifié le schéma pour mon deuxième TDB input.
Donc maintenant, nous allons voir le composant, la composante maîtresse un petit peu de Talend, qui va être le composant tmap. Donc ce composant vous permet de faire énormément de choses, que ce soit de la jointure, de la transformation de données. C'est vraiment un composant que vous allez être amené à utiliser et qui a toute sa place dans cette ETL. Donc le composant tmap est présent ici, puisque je l'ai utilisé récemment. Donc je ne vais pas m'embêter à venir le chercher, je vais venir le coller ici. Donc je vais l'agrandir peut-être un petit peu. C'est juste des questions graphiques, mais vous voyez que c'est vraiment adaptable en fait. Talend, on peut vraiment mettre les composants un petit peu en ordre que l'on souhaite. Bien entendu, garder à l'esprit que on écrit de gauche à droite et de haut en bas. Donc pour les jobs, c'est le même déroulé qu'il faut avoir. Donc le composant tmap va prendre un flux principal, un flux d'entrée, donc ça va être nos propriétaires, puisque c'est à nos propriétaires que nous souhaitons rattacher des adresses. Donc le flux principal va être propriétaire, donc je vais faire un row main et je vais venir pointer sur mon tmap. Donc on peut le voir ici, que c'est un flux main. On va venir donc maintenant intégrer notre référence adresse. Donc, comme je l'ai dit, là, ça va être une requête de référence, une boucle de référence. Donc, nous souhaitons associer des adresses à des propriétaires. Donc, ici, si je refais row main et que je viens sur le tmap, on peut voir la petite subtilité ici. On est en lookup, donc c'est une référence. Donc, ici, nos entrées sont configurées. Maintenant, il va nous falloir définir la jointure. Donc, la jointure, ça se passe sur le tmap, donc un double clic pour pouvoir le paramétrer. Donc, nous avons à gauche nos entrées et à droite nos sorties. Donc, sans plus attendre, nous allons créer une sortie que nous allons appeler sortie, histoire d'être un petit peu original. Et donc, voilà. Donc, ici, nous avons notre sortie qui n'a pas encore de schéma, puisque nous allons le créer tout de suite. Donc, plutôt que de le créer manuellement, comme nous voulons faire transiter donc, les données du propriétaire et les données donc, de nos adresses, nous allons simplement les sélectionner. Donc, toujours pareil, hein, avec contrôle pour les faire un à un ou maj, et venir donc les faire glisser sur notre sortie ici. Donc là, on peut voir que ça nous crée donc, les trois colonnes, pardon, avec les valeurs associées. Donc, on voit bien le lien qui part de l'entrée vers la sortie. Donc ici, finalement, le champ adresse, je ne souhaitais pas, le champ ID adresse, je ne souhaitais pas le récupérer, parce que l'objectif, c'est de s'affranchir des identifiants qui ne sont pas parlants à l'humain pour récupérer donc les informations qui, elles, vont parler à l'humain, donc le numéro, la rue et la ville. Donc ici, je vais également ajouter les trois colonnes. Donc en sortie, nous allons avoir donc un nom, un prénom, un numéro, une rue et une ville. Maintenant, il nous faut simplement paramétrer le lien que nous allons avoir entre notre propriétaire et notre adresse. Donc le lien va passer par le champ ID adresse, qui est le même que le champ ID dans notre table adresse. Donc, c'est là-dessus que notre jointure va s'effectuer. Donc, pareil, par un simple glisser-déposer sur la colonne qui nous intéresse. Donc, on peut voir que notre clé d'expression est définie par le petit symbole violet que nous avons ici. Donc, ici, notre travail sur le tmap est terminé. Nous avons fait notre jointure et notre schéma de sortie. Donc, nous pouvons appliquer les résultats. Appliquer, OK, et le tmap se ferme. Il nous faut maintenant afficher ces résultats. Donc, nous allons utiliser un T-Logro pour afficher les résultats dans la console. Donc ici, sur le tmap, je vais faire un clic droit, row et sortie. Donc c'est le lien que j'ai défini, que je vais venir donc joindre à mon T-Logro. Donc ici, tout est lié. Donc je vais pouvoir normalement exécuter notre job. Donc ici, si j'exécute notre job, ah oui, petite boulette de ma part, autant pour moi, j'ai défini les schémas, mais je n'ai pas défini les requêtes. Pourtant, il y a juste un bouton sur lequel cliquer. Donc voilà, ici, je définis ma requête. Et pour mes adresses, je vais également définir ma requête pour venir pointer donc sur les éléments de ma table. Donc, je vais réexécuter le job sans erreur cette fois-ci. J'ai parlé peut-être un peu trop vite, décidément.
OK, c'est étonnant, cette erreur. Tac. J'avais un espace supplémentaire ici, alors je ne sais pas si c'est ce qui a pu poser problème. Apparemment, non. Alors, j'avais été confronté à ce souci-là. Mince. Alors, désolé, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet démo. Malgré les entraînements et les répétitions, on a toujours des choses que l'on ne maîtrise pas tout à fait. Donc, je vais essayer de corriger rapidement le problème. Sinon, je repartirai donc sur les connexions grâce au contexte et auquel cas, du coup, je pourrais vous illustrer quand même le principe de fonctionnement des jobs. Malheureusement, en passant entre guillemets sous silence la connexion par la métadonnée. Donc, je vais détailler juste rapidement. Je vais juste revenir dessus. Je ne vais pas perdre trop de temps parce que là, la connexion est fonctionnée. Donc, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je vais régénérer. Peut-être qu'il y avait... Hop. Je vais vérifier que j'ai pas d'espace supplémentaire ici également. Non, apparemment, non. Voilà, donc c'était juste l'espace qui était supplémentaire, mais à culpa. Donc voilà. Ici, on peut voir que les métadonnées fonctionnent bien, donc je suis assez content. Et nous pouvons voir donc en sortie de notre console, donc nous avons passé sous silence les identifiants qui ne sont pas du tout parlants à un humain pour récupérer donc les informations d'adresse par rapport au propriétaire. Donc, bon, les deux premiers ont la même adresse, mais on peut voir par exemple ici que les adresses vont être différentes en fonction des propriétaires. Cela est dû au fait du lien entre l'identifiant d'adresse qui est présent sur la table propriétaire et le champ identifiant dans notre table adresse. Donc voilà pour la jointure de données. Nous allons maintenant étoffer un petit peu plus ce job pour créer de la transformation, donc des modifications au sein de notre tmap. Donc je vais fermer ce job-là et pour illustrer un petit peu ça, donc je vais le dupliquer. Donc je vais venir sur le job que nous avons défini. Oui. Il y a Martin qui nous demande pas besoin de liker les clés primaires dans les tmaps. Pardon. Cette demande-là. Oui. Hop, pardon, j'ai fait bouger le. Ils sont partis où les commentaires? Exactement. Je l'avais en plus. Une présentation comme ça entre les fenêtres de Zoom, les fenêtres de Talend, notre programme de formation à côté, on en a un petit peu partout. Ouais. C'est vrai que là, les trois écrans sont assez remplis et et quand on clique sur quelque chose, forcément, ça apparaît quelque part, mais où? Alors ça, c'est assez problématique quand même. Discussion. Voilà, c'est bon, je les ai retrouvés, ils étaient disparus. Alors oui, effectivement, c'est vrai que je suis passé un petit peu rapidement dessus. Je vais revenir, hop, ici, donc sur le tmap. Hop, alors forcément, c'est pas sur le bon écran. Voilà. Donc en fait, on ne lit pas les clés primaires dans le sens où la clé primaire, donc ce qui va être défini par la petite clé, couleur jaune ou or, c'est donc propre à la base de données. C'est ce qui va vous permettre donc de ce que j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir faire des modifications, donc de l'update ou du delete. Là, ici, nous ne souhaitons pas lier l'identifiant du propriétaire avec l'identifiant d'adresse. Je vais essayer de vous montrer également à l'écran donc les tables, ce qui sera peut-être beaucoup plus parlant au final. Donc ici, à gauche, je vais mettre donc la table propriétaire. Et si je récupère hop, la table adresse qui au secours. Alors attendez. Propriétaire, adresse, c'est bon. Hop, et j'ai fermé bien sûr pas la bonne. Voilà. Donc ici, ce que nous avons défini,
Donc, c'est des identifiants, donc sur cette colonne-là, donc l'identifiant du propriétaire, qui est juste un identifiant incrémentiel de 1 en 1, ça peut être autre chose, bien entendu. Hein. Et nous avons fait la même chose pour les adresses. Donc, ici, ce sont les identifiants qui sont propres à chaque ligne. Il va être unique, c'est une clé primaire. Et ce que nous allons utiliser pour faire notre jointure, c'est le champ ID adresse défini dans le propriétaire, ce qui nous permet d'indiquer, par exemple, sur la ligne 1, donc le propriétaire qui a l'identifiant numéro 1, donc qui est Jackson Woodrow, belle prononciation anglaise, donc habite à l'adresse qui a l'identifiant numéro 15. Et si l'on vient chercher donc sur notre table adresse l'identifiant numéro 15, on peut voir donc que c'est le 5 rue Fontaine Road à Raleigh. Donc c'est là-dessus on vient faire notre jointure, puisque c'est ce champ-là qui a été défini pour indiquer que c'est cette adresse-là qui appartient au propriétaire. Bien entendu, ça va être dépendant de vos données, de ce que vous mettez en place ou de ce que vous avez directement en place si vous récupérez des données, par exemple, je ne sais pas, d'un logiciel tierce ou d'une API. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à la question et que ça éclaircit un petit peu le point d'interrogation sur ce point-là. Si besoin, je reviendrai détailler un petit peu plus dessus, bien évidemment. Hop. Du coup, pour continuer, donc ce que j'expliquais précédemment, c'est qu'on va se caler donc sur la même base de job et nous allons donc appliquer quelques transformations à nos données. Donc pour ce faire, je vais faire une duplication de mon job jointure, donc un clic droit et je peux cliquer sur dupliquer. Donc ici, je vais lui donner un autre nom que celui qui me propose directement et je vais l'appeler transformation. Donc, le job transformation est créé ici. Donc, petit tips également, vous vous rendrez compte, quand on duplique un job, il ne s'ouvre pas automatiquement. Il faut venir donc double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et là, on peut voir qu'on a donc nos informations du même job que précédemment, donc nos deux tables propriétaires et adresse qui sont récupérées. Donc ici, nous allons pouvoir ouvrir notre tmap et appliquer quelques modifications. Donc, je vous remets tout ça à l'écran. Hop. Donc ici, on retrouve exactement la même structure que notre job, ce qui est normal, et nous allons donc appliquer quelques modifications. Par exemple, je veux que le nom soit affiché en majuscule. Donc souvenez-vous, au début de la présentation, je vous ai parlé un petit peu des routines Talend et de ce que Talend met à notre disposition comme méthode Java pour traiter nos données. Et ça, typiquement, la mise en majuscule en fait partie. Donc ici, je peux effacer la valeur que je viens de récupérer et je vais ouvrir ce qu'on appelle le constructeur d'expression, donc en cliquant sur les trois petits points. Donc voici mon constructeur d'expression. Donc celui-ci va me permettre de récupérer donc des routines Talend pour appliquer des transformations sur mes champs. Donc ici, c'est une chaîne de caractères. Donc on va aller sur la catégorie string handling. C'est comme ça qu'a été définie cette méthode, cette routine Talend. Donc dans cette routine, qui est une classe Java, je rappelle, nous allons avoir différentes fonctions, donc différentes méthodes. Et bon, là, j'y vais assez rapidement puisque je commence à connaître un petit peu le logiciel. Mais c'est la méthode upcase. Donc ici, nous avons un petit onglet head qui permet de convertir donc toutes les minuscules en majuscules. Donc typiquement, c'est ce que nous recherchons. Donc ici, j'ai effectué un double clic et ça m'a mis dans le constructeur d'expression, donc notre expression. Sauf qu'ici, ça prend comme paramètre la chaîne de caractères hello, mais moi, ce n'est pas hello que je veux mettre en majuscule, c'est le nom. Et on va donc remettre la valeur que nous avions précédemment, donc qui permet de faire le mapping entre l'entrée et la sortie. Donc c'est row 1, comme on peut voir, hop, à gauche ici, le nom de notre flux d'entrée, point, puisque cela va être considéré comme un objet, et nous pouvons donc sélectionner les différents champs qui nous intéressent. En l'occurrence, ici, c'est le champ nom. Et une fois effectué, on peut cliquer sur OK. Donc, on peut voir que notre expression a changé et cela va nous permettre de mettre en majuscule notre nom. Une autre modification également que l'on peut effectuer, par exemple, c'est supprimer donc
les champs numéro, rue et ville, hop, que je vais supprimer ici, et je vais donc ajouter une colonne plutôt adresse dans laquelle je vais venir concaténer ces différents champs. Donc ici, pareil, je vais venir faire glisser les champs qui m'intéressent dans la colonne adresse cette fois-ci. Et donc là, on peut voir qu'ils se mettent tous à la suite. Donc je vais réouvrir le constructeur d'expression pour venir donc modifier et étoffer un petit peu cette expression. Donc la concaténation de chaînes de caractères suit les normes Java. Donc il faut utiliser le symbole plus pour venir concaténer deux chaînes de caractères. Donc ici, je vais pouvoir ajouter un plus et ici ajouter hop, un plus. Cependant, là, on n'a pas d'espace, on n'a pas de formalisme. Cela va être très difficile de lire ce genre de chaîne de caractères. Donc nous allons sur la partie gauche venir étoffer un petit peu et rajouter du texte manuellement. Par exemple, je peux venir ajouter le numéro, toujours un plus, puisqu'on vient concaténer une chaîne de caractères. Et ici, donc je vais rajouter un plus supplémentaire et entre, je vais mettre donc une chaîne de caractères que je vais définir ici. Et par exemple, ça va être la rue et pour finir, hop, on va avoir la ville. Et donc là, on peut voir que j'ai concaténé les différents champs que je viens de récupérer de mon entrée, mon entrée lookup, et j'ai ajouté un petit peu de texte pour que ce soit plus lisible. Donc ici, je peux cliquer sur OK. Les modifications à appliquer sur notre tmap sont effectives. Je peux appliquer et OK. Donc là, Talend va me proposer de propager les modifications. Donc c'est parce que je vais modifier le schéma de sortie de mon tmap. Je peux donc cliquer sur oui pour adapter le schéma, faire correspondre le schéma du T-log-row avec le schéma que j'ai défini dans le tmap. Donc ici, si j'exécute donc notre job, nous avons ici donc un champ nom qui est en majuscule, un champ prénom et donc le champ adresse qui est le résultat de la concaténation que nous avons effectuée. Donc ce qui pourrait être intéressant maintenant sur ce job que nous avons peuplé, modifié pour appliquer des transformations via le tmap, ça serait de sauvegarder un petit peu ces informations-là, puisque jusqu'à présent, on affiche en console, mais l'objectif, c'est ça peut être potentiellement de créer un fichier. Donc, en exemple, ici, je vais créer un fichier Excel. Donc, le tfile output Excel va me permettre ceci, output pour sortie. Donc, sans plus attendre, je peux relier mes composants et venir paramétrer ensuite le tfile output Excel. Donc ici, pareil, pour vous faire gagner du temps, j'ai directement défini un chemin pour l'écriture de mon fichier. Donc ça va être le fichier propriétaire adresse.xlsx. On n'oublie pas de cocher la petite case ici. Et comme nom de feuille, plutôt que de garder le nom par défaut, on peut mettre par exemple le proprio, ce qui nous indiquera donc sur le nom de la feuille Excel que ce sont des propriétaires. On peut donc inclure l'entête et il y a différents paramétrages possibles. Donc je vais pas avoir le temps dans cette formation de vous présenter toutes les configurations de composants. L'objectif étant de vous montrer le principe de fonctionnement. Donc ici, en schéma, on peut s'assurer que le schéma que nous avons transmis est identique à celui que nous avons donc de notre sortie. Donc ici, nous avons le t-log-row qui contient donc ces trois colonnes que nous avions modifiées. Et nous pouvons voir qu'il est transmis donc au composant futur, donc le tfile output Excel. Donc ici, je vais pouvoir déjà venir me positionner sur le dossier de sortie que je vais afficher ici. Donc là, c'est le dossier dans lequel je souhaite intégrer le fichier. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter mon job et réouvrir ma fenêtre. Et donc là, on peut voir que le fichier propriétaire adresse a été créé. Et maintenant, si j'ouvre donc ce fichier, on peut voir donc les différents champs que nous avions en base de données, en affichage console. Donc notre feuille proprio et les différentes informations qui la composent. Donc voilà pour l'écriture de fichiers. Bon, ne pas enregistrer, ce n'est pas la peine.
Alors, si on modifie le... Pardon, oui, je viens de voir qu'il y avait une question de Martin. Donc, si on modifie un nom de colonne, il vaut mieux le faire dans le tmap ou dans le paramétrage du output file. L'idéal, ça va être de le faire dans le tmap, ce qui vous permettra donc d'avoir le même nom de colonne qui va être transité d'un schéma, d'un composant pardon, à l'autre, et ce qui vous permettra donc d'éviter des erreurs, et notamment sur des champs qui ne vont pas être retrouvés d'un composant à l'autre. Il faut s'assurer vraiment que le schéma suive tout le processus de traitement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les métadonnées, ce qui nous permet donc de définir des schémas qui vont être référencés et qu'on va pouvoir appliquer à l'ensemble des composants sans se soucier vraiment de la modification. Du moins, elle sera effective que sur un seul endroit, la métadonnée, et toutes les répercussions se feront sur l'ensemble des jobs qui utilisent ce schéma-là. Voilà pour répondre donc à la question. Nous allons voir maintenant un petit peu tout ce qui est log. Donc, je vous en ai parlé rapidement au tout début de la présentation. Donc là, on va mettre différents systèmes de log. Donc pareil, nous allons utiliser le même job que je vais dupliquer cette fois-ci. Hop, donc le job transformation que je vais dupliquer et que je vais appeler log. Donc ici, je crée mon job log, et nous nous retrouvons donc toujours avec le même job. Donc ici, je vais ajouter donc un composant qui va me permettre, donc en plus de créer un fichier, venir créer une nouvelle table dans notre base de données. Donc ça, nous l'avions déjà vu, donc je vais passer assez rapidement dessus. Je vais faire glisser, non, j'ai fait un double clic, pardon, faire glisser ma métadonnée à droite, et ici je vais utiliser le TDB output pour pouvoir écrire en base de données. Donc ici je vais pouvoir modifier donc la table qui va être celle-ci, et je vais faire donc supprimer la table si elle existait, la créer, et pareil de l'insert pour rester relativement simple. Donc je vais lier ce composant là, et je vais vous faire apparaître donc la table que nous avons ici, donc qui est totalement vierge de données. Je vois ici que j'ai récupéré l'identifiant, chose que je n'ai pas fait dans mon job, autant pour moi. Donc je vais venir modifier juste le tmap pour être raccord avec ma base de données, et venir donc intégrer, je peux venir changer sa position. Il va me falloir donc un identifiant qui va être de type entier, de longueur 11, et ça va être une clé. Et ici, moi, je veux l'identifiant de propriétaire. Donc voilà, c'est une petite manip, je suis désolé, j'aurais dû la mettre avant, mais bon, ça permet en live de pouvoir vous indiquer et potentiellement venir agrémenter un petit peu la réponse que j'ai fournie à Martin sur les modifications de schéma, où est-ce qu'on doit les effectuer, donc en l'occurrence ici sur le tmap. Donc ici, je peux appliquer et bien sûr venir propager mes modifications. Dans un souci de suivi, je vais quand même contrôler que la modification a été propagée. Donc on peut voir que mon champ ID est dorénavant présent. Donc hop, maintenant que je vous ai présenté tout ça, nous allons pouvoir mettre en place notre système de log. Donc hop, je vais remonter un petit peu les composants, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Hop, voilà. Donc pour les logs, on va avoir deux composants essentiels qui sont les twarn et les tdie que nous retrouvons donc sur notre palette ici. Donc les twarn et les tdie, c'est ce qui va vous permettre de faire du log. Donc, on va dans un premier temps mettre un twarn ici, et je vais le nommer, lui, par exemple, job OK. Et nous allons faire en sorte que ce composant-là, donc ce twarn, s'exécute si le job s'est correctement exécuté. Donc pour ce faire, il faut se placer sur le premier composant de notre job, donc qui est celui-ci, faire un clic droit dessus, venir donc dans Trigger, donc ce sont d'autres types de liaisons que je vais détailler un petit peu au fur et à mesure. Et nous avons donc différents choix. Nous avons les onSubJobOK et onSubJobError qui vont se déclencher respectivement
à la bonne exécution et à la mauvaise exécution de notre job. Nous avons la liaison run-if qui, elle, est une liaison, si je puis dire, conditionnelle. On va pouvoir définir une condition sur cette liaison. Et nous avons donc les onComponent OK et onComponent error, qui, à l'image des liaisons précédentes, les onSubjob OK et error, vont se déclencher si le composant s'est lancé correctement ou s'il a eu une erreur. Donc ici, on veut se placer sur le sous-job, donc je vais sélectionner le onSubjob OK pour déclencher donc mon composant. Hop. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier le paramétrage de mon composant. Donc typiquement ici, je vais pouvoir donc ajouter un message, hop, qui va être celui-ci par exemple. Le job c'est correctement terminé. Donc on va laisser le code 42 et la priorité, donc différentes priorités. Vous allez voir après à quoi cela correspond. Ici, on va le laisser en avertissement. C'est quelque chose d'assez classique. Je vais ajouter un second T-warn pour venir approfondir un petit peu sur les variables globales de composants que j'ai pu vous expliquer donc au début de ce webinaire, enfin de ma présentation. Donc ici, ce composant-là va me permettre de récupérer le nombre de lignes que j'ai insérées en base de données. Donc je vais l'appeler par exemple nombre lignes. C'est juste dans un souci de suivi, bien entendu. Il n'est pas obligatoire de renommer les composants. Et ici, par exemple, je vais pouvoir utiliser donc la liaison conditionnelle, la run-if. Donc ici, comme n'importe quelle autre liaison, je viens joindre mon composant d'entrée sur mon composant de sortie. En message d'avertissement, je vais pouvoir récupérer, comme je vous disais, le nombre de lignes insérées en base de données. Donc, je vais pouvoir afficher, par exemple, en chaîne de caractères, nombre de lignes insérées. Hop. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et venir donc récupérer donc sur mon TDB output. Donc là, on peut voir qu'on a beaucoup plus de variables globales de composants. Et là, donc, je vais m'intéresser au nombre de lignes insérées. Donc ici, un glisser-déposer sur notre champ nous permet de l'intégrer. Toujours pareil, c'est du Java, donc la concaténation passe par un plus. En code, on va pouvoir changer, par exemple, mettre, je ne sais pas moi, 66, par exemple. Et en priorité, on va mettre de l'information, puisque c'est de l'information typiquement. Donc ça va nous permettre de récupérer le nombre de lignes intégrées en base de données. Et un dernier point que je vous souhaitais vous montrer, donc c'est le composant TDI que nous allons utiliser cette fois-ci, donc qui est similaire au T-warn, sauf que lui va vous permettre donc d'arrêter votre job si l'erreur est rencontrée. En fait, le T-warn va être surtout là pour un souci de suivi, donc de log, et le TDI va permettre de shunter un processus de traitement. Par exemple, si on doit lire un fichier mais que celui-ci n'existe pas, ça ne sert à rien de faire la suite du traitement, puisque dans tous les cas, le fichier n'est pas présent. Donc ici, nous allons laisser le TDI et nous allons le mettre sur notre composant d'écriture de fichier. Donc ici, je vais faire un clic droit, trigger, et vous pouvez remarquer que les onSubjob OK et onSubjob error ont disparu, puisque ces liaisons-là sont accessibles qu'à partir du premier composant de notre sous-job. Ici, donc, je vais prendre le onComponent error et venir le lier à mon TDI. Donc ici, je vais pouvoir venir paramétrer ensuite ce composant-là et mettre, par exemple, erreur lors de l'écriture du fichier Excel. Je vais rester en code d'erreur 4 et en priorité en erreur. Donc ici, nous avons donc étoffé un petit peu notre job pour pouvoir intégrer en base de données. Et nous avons donc ajouté 3 niveaux de contrôle sur notre processus de traitement de données. Maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est récupérer donc ces informations contenues dans les T-warn et les TDI. Donc pour ce faire, je vais vous montrer rapidement un premier composant qui est le
stat catcher qui permet donc de récupérer les informations. Non, pardon, pas le tstat catcher, c'est le tlog catcher. Hop, voilà. Puisqu'on souhaite récupérer donc du log, donc le tlog catcher. Donc on peut le paramétrer pour qu'il capture donc les exceptions Java, les erreurs Java, les erreurs définies dans les tDie et les erreurs définies dans les twarn. Donc ici, j'ai simplement récupéré les tDie et les twarn. Et dans un souci de gain de temps, je vais simplement afficher donc les résultats en console. Puisque je vois que je prends pas mal de temps quand même et qu'il y a d'autres choses que je souhaiterais vous illustrer. Donc ici, je vais exécuter mon job et j'ai oublié du coup quelque part. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si c'est pas ça qui va poser problème. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Autant pour moi, décidément, à vouloir aller un peu trop vite, on oublie des choses. Donc bien sûr, la condition, donc run if, comme je vous ai dit, c'est une liaison conditionnelle. Donc s'il y a condition, il faut pouvoir la définir. Donc ici, on va mettre une condition assez bateau en fait. Donc, je vais réutiliser ma variable globale de composants et je vais dire si elle est supérieure à 0, donc si au moins une ligne est intégrée en base de données, mais tu vas pouvoir m'afficher le nombre de lignes que j'ai intégrées. Et auquel cas, donc, maintenant, cela devrait fonctionner. Hop, donc je peux voir qu'il y a une petite erreur de ce côté-là. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Donc je vais juste faire la modification sur les longueurs de colonnes. Vous voyez, donc pour le champ adresse, je n'ai pas mis de longueur de colonne. Quand on traite avec des bases de données, il faut vraiment être explicite sur ce genre de choses. Sinon, Talend peut vous embêter un petit peu. Donc, je réexécute le job pour s'affranchir de l'erreur précédente qui n'avait rien à faire ici. Et nous pouvons voir donc les différentes exécutions de nos logs. Donc, vous voyez ici, c'est peut-être un petit peu moins clair que sur un fichier, mais on va y arriver. Donc, le premier log qui est affiché, donc c'est ce que nous avons défini. Donc, le job c'est correctement terminé que nous avons ici. Donc, c'est celui-ci. On a eu plus d'une ligne qui a été intégrée, donc on est rentré dans la condition. Et donc, notre deuxième affichage, c'est le nombre de lignes insérées, et donc de 15 lignes. Donc, ici, nous avons un suivi classique de nos logs. Pour pouvoir utiliser le tDie, j'ai une petite manipulation à effectuer. Du coup, on est sur le fichier propriétaire adresse. En fait, les fichiers Excel, s'ils sont ouverts, cela générera une erreur, que ce soit pour la lecture ou l'écriture. Donc, je vais artificiellement le faire bugger comme ça, vous allez voir. Donc là, j'ai mon fichier qu'il est censé écrire qui est ouvert. Et donc là, je vais réexécuter mon job. Et donc là, on peut voir qu'on a une erreur qui s'est déclenchée. Et donc, l'erreur Java définie, c'est celle-ci, mais nous ne souhaitions pas la récupérer lors du paramétrage du tlog catcher. Du coup, ce que nous avions en log, c'est le message de notre tDie, donc l'erreur lors de l'écriture de notre fichier, et le code d'erreur que nous avons fixé sur 4. Donc ça, c'est la première étape pour récupérer les logs. Je vais vous montrer également la façon de récupérer les logs en passant donc par notre job. Donc, on va se rendre sur l'onglet job à ce niveau-là et on va se mettre sur stat et log. Donc ici, on peut utiliser les paramètres du projet. Donc, je ne pense pas avoir le temps, malheureusement, de vous présenter les paramètres du projet, peut-être un petit peu après, lors des questions-réponses, si vous êtes intéressé. Bref. Donc ici, je vais décocher cette case-là et venir utiliser les logs, donc le tlog catcher. Donc là, j'ai le choix de pouvoir le mettre en console, donc comme on a fait précédemment, ou dans un fichier, ou même dans une base de données. Donc, je vais vous montrer plutôt dans une base de données, ce qui sera plus parlant. Donc, ici, on peut définir un type de propriété. Donc, je ne vais pas réécrire toutes les informations
de connexion, je vais passer donc par mon référentiel, sachant que ma base de données est référencée. Donc je peux la voir ici, et c'est là ma base formateur. Donc je vous rappelle, nous n'avons pas réussi à créer une base pour le webinaire, donc j'utilise celle-ci, qui est exactement la même, dans un souci de démonstration. Donc ici, ça me rentre toutes les informations. J'ai juste à venir définir donc la table de log qui avait déjà été définie et qui s'appelle donc talend log. Et ici, maintenant, je vais pouvoir donc réexécuter mon job. Hop. Donc, ouais, là, ce qui aurait été intéressant, hop, c'est que je ferme ce fichier-là, mais je vais le exécuter une deuxième fois, comme ça, il sera un petit peu plus verbeux. Donc là, on peut voir qu'on a l'affichage console que nous avons défini, et maintenant, je vais vous afficher hop, la table log que je viens de peupler. Donc on peut voir par le temps, enfin le moment où ça a été inséré en base de données, que c'est bien effectué aujourd'hui à l'heure dite. Et nous avons donc nos différents types d'erreurs. Donc notre TDI que nous avons défini, le Java exception qui a été capté cette fois-ci par notre système de log. Nous l'avions écarté lorsque nous avons utilisé le composant TLogCatcher, et nous retrouvons donc nos deux T-warn. Hop, voilà pour ceci. Tac, je reprends un petit peu mes notes. Donc, je vais me laisser peut-être la configuration. Bon, ça va être assez rapide. Pour configurer donc le même système sur un projet, je vais juste vous montrer la manip à suivre. Donc, c'est dans Fichier, modifier les propriétés du projet. On peut aller donc dans les paramètres du job, donc à déplier, et nous avons l'onglet Stats et Log, où nous retrouvons exactement la même fenêtre de configuration que nous avons vue sur le job. Donc, par exemple, utiliser les logs, venir sélectionner la source et hop, et venir tout paramétrer. Donc, je ne vais pas le faire ici pour gagner un petit peu de temps, parce qu'il y a pas mal d'autres éléments que je souhaite vous montrer. Mais voilà, donc le principe est le même. Il faudra donc simplement, dans vos stats et logs, venir recocher, utiliser les paramètres du projet pour utiliser donc les paramètres qui ont été définis, si c'est le cas. Maintenant, je vais passer rapidement sur l'orchestration de job. Donc, Talend vous propose la possibilité d'orchestrer vos jobs. Là, on a créé différents jobs qui sont indépendants les uns des autres. Des fois, on a peut-être besoin d'un job qui va s'occuper de récupérer de la donnée, et plus tard, quand la donnée sera accessible et disponible, un job qui va venir la consommer. Donc, c'est ce que je vais vous illustrer ici. Donc, hop, je vais basculer donc sur mon onglet démo, orchestration. Et donc là, typiquement, c'est le cas que je vous présentais. Donc, j'ai un premier job ici qui va me permettre donc de récupérer de la donnée. Donc, le tjava me permet d'ajouter du code Java et simplement donc utiliser une méthode Java qui me permet d'afficher du texte. Donc ici, récupération de données. Je vais ensuite donc venir me connecter à deux bases de données, enfin deux tables de données, donc les tables propriétaires et les tables adresses que vous commencez à connaître maintenant. Suite à la récupération, donc je vais créer des fichiers Excel qui vont être utilisés par la suite par un autre sous-job. Donc, ce que je fais ici, à la fin de mon process de traitement, dans un souci de suivi de ce qui s'est passé, donc je récupère des variables globales de composants pour lister le nombre de propriétaires que j'ai à ma disposition et le nombre d'adresses que j'ai à ma disposition. Donc, si j'exécute ce job de manière classique, donc on a le petit affichage que j'ai défini, donc récupération de données, et donc on peut voir que j'ai récupéré 15 propriétaires et 30 adresses. Nous avons ensuite un job qui va permettre de consommer les fichiers que j'ai créés, donc il doit s'exécuter après, bien entendu, l'exécution du premier job. Donc on a la même structure, donc un premier composant qui va m'afficher donc du texte, ici consommation de données, la lecture de mes deux fichiers. Je passe ensuite par un tmap que je peux vous illustrer rapidement. Donc on a le même lien entre adresse et propriétaire. Donc, les plus aguerris d'entre vous auront remarqué que j'ai volontairement inversé ici
la récupération des propriétaires et des adresses. Souvenez-vous, sur les jobs précédents, nous avions les propriétaires en haut, donc en flux main, et les adresses en lookup. Ici, j'ai inversé un petit peu le processus pour avoir des non-matchs, comme on a pu voir. Donc, j'ai 30 adresses pour 15 propriétaires. Donc, il y a potentiellement 15 adresses qui ne sont associées à aucun propriétaire. Et c'est ce que je voulais récupérer ici. Et ensuite, j'ai créé donc 2 sorties, chose que l'on peut faire avec le tmap, en y indiquant donc un petit filtre d'expression donc qui permet de fixer une condition pour passer dans cette sortie. Donc ici, c'est une méthode définie dans une routine Talend, donc qui permet de vérifier que l'objet présent ici, donc l'identifiant, est nul ou pas. Donc si on a un match, ça veut dire que l'identifiant n'est pas nul. Et si on n'a pas de match, cela veut dire que l'identifiant est nul, il n'a pas été trouvé donc, dans la liste des identifiants d'adresse. Donc j'ai 2 sorties, une match et une non-match. Hop, et je crée donc 2 fichiers, un match et un non-match. Et suite à ça, donc toujours dans un souci de suivi, donc je passe par les variables globales de composants et je viens donc afficher le nombre de matchs et de non-matchs. Je ne passe pas par un tLogRow, je passe par un tBufferOutput composant qui va me permettre de récupérer donc ces informations-là dans un job, ce qu'on va appeler un job parent, donc un job orchestrateur des jobs que je vous ai présentés ici. Et du coup, ça fait une parfaite transition pour vous illustrer ce job d'orchestration. Donc ce job, le voici. Donc pour pouvoir intégrer un job, rien de plus simple, hein, il suffit de faire un glisser-déposer de votre job. Je vous montre juste pour exemple, donc un glisser-déposer, et voilà, notre job va servir d'orchestration pour celui-ci. Donc ça se présente vraiment comme un composant. Je le supprime puisqu'il n'a pas lieu d'être ici. Donc ici, nous avons notre premier job qui permet de récupérer la donnée et notre second job qui permet de la consommer. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise donc le composant, si je reviens un tout petit peu en arrière, le tBufferOutput qui me permet donc de récupérer ces informations-là dans mon job parent. Donc, job parent, celui-ci. Donc, ça me permet de définir un schéma pour mon job. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est le schéma que je voulais afficher. Donc le schéma que je récupère, c'est le nombre de matchs et le nombre de non-matchs. Étant donné que j'ai un schéma, je peux utiliser n'importe quelle autre composante derrière, et pourquoi pas un tLogRow pour afficher les résultats en console. Donc ici, je vais exécuter l'orchestration de ce job. Hop, donc première étape, récupération de données avec affichage du coup dans le job enfant, donc le tLogRow que j'avais fixé dans le job enfant, donc 15 propriétaires, 30 adresses, et en consommation de données, donc ça c'est exécuté dans le job enfant. Par contre, le tLogRow que nous avons ici, eh bien c'est celui-ci, donc dans le job parent, et qui récupère donc bien les informations, donc 10 matchs et 20 non-matchs, qui nous fait un total de 30 adresses, ce qui en soi est logique avec les données que nous avons. Donc voilà pour l'orchestration. Je ne vais pas m'attarder plus dessus puisque je vous ai montré l'essentiel. Je vais vous montrer maintenant rapidement un petit job pour de la gestion de fichiers. Donc là, pareil, j'avais prévu de vous monter le job au fur et à mesure, sauf que j'ai pris un petit peu plus de temps sur des parties précédentes. Donc je vais utiliser le job que j'ai à ma disposition si je le retrouve. Gestion de fichiers, voici. Donc ici, on va aborder quelques termes qu'on n'a pas encore forcément vus. Donc le flux iterate, que l'on peut voir par exemple ici, à ce niveau-là et également ici. Donc c'est un flux qui est différent du flux main, puisque le flux main permet de faire transiter la donnée d'un composant à un autre. Le flux iterate, pas du tout. Là, en l'occurrence, il va servir vraiment dans la gestion de nos fichiers. Je vais vous expliquer le fonctionnement du job et vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus simple à comprendre. Donc, si on a un composant qui permet de lister un ensemble de fichiers contenus dans un répertoire. Donc si j'ouvre rapidement le paramétrage,
donc on peut voir que le répertoire à scruter, donc c'est le répertoire à trier. Sans plus attendre, je vais pouvoir me positionner dessus et pouvoir vous illustrer également. Hop, donc je vais me mettre ici, hop, hop. Donc le répertoire que j'ai contient différents fichiers, donc ils sont tous vierges, c'est vraiment pour l'exemple. Donc on a du fichier RTF, BMP, donc différentes extensions. Et l'objectif, donc, ça va être de trier ces fichiers-là et potentiellement de créer une archive de ces fichiers. Donc ici, je fais une liste de ce que j'ai dans le dossier que je vous ai présenté. Donc le tfixedFlow input me permet de récupérer donc, des informations, des variables globales de composants pour les utiliser en tant que données, donc créer vraiment une colonne, et enfin une variable, et lui attribuer une valeur. Chose que je fais ici, donc je récupère le fichier source, l'extension, le répertoire courant et le nom du fichier. Donc j'affiche ici les résultats, enfin les données que j'ai, et j'utilise un tmap pour transformer un petit peu ma donnée. Donc je vous ai dit que le tmap était très utilisé sur Talend, la preuve en est. Donc ici, je vais modifier un petit peu mon schéma de sortie pour récupérer que deux informations, mon fichier à copier, donc le fichier source que je dois trier, et le répertoire dans lequel je vais devoir le déposer une fois que celui-ci sera trié. Donc ici, je passe rapidement, mais j'utilise quelques méthodes mises à disposition par Talend. Donc je récupère le répertoire courant que j'ai récupéré donc par les variables globales de composants, et je vais remplacer donc le dossier à trier par le dossier trié. Tout ça en fait pour rentrer dans le dossier trié ici, et je vais venir donc ajouter un niveau supplémentaire d'arborescence dans mon dossier, donc qui va contenir le nom de l'extension. Donc ce qui va se passer lors de l'exécution de mon job, tous les fichiers que j'ai ici vont être décalés donc dans le dossier trié, et un sous-dossier sera présent contenant en fait en fonction du nom de l'extension de notre fichier. Hop, donc pour le tmap c'est fait, et ensuite donc je vais repasser sur du flux iterate pour pouvoir donc modifier mes fichiers, mais pouvoir les gérer, et je vais utiliser le tfilecopy, donc son nom est assez explicite, il permet de faire de la copie. Donc, ce que je veux copier, donc c'est mon fichier à copier, mon fichier source. Et où est-ce que je veux le mettre? Mais, dans ma sortie que j'ai définie dans le tmap. Donc, c'est pour ça ici qu'on récupère donc des variables globales qui ne sont pas de composants, puisque ce sont des variables globales que j'ai définies moi-même, enfin, grâce au composant tflow to iterate. Une fois que la copie a été effectuée, je vais archiver notre dossier, puisque c'est quelque chose qu'on est amené à faire lors de nos processus de gestion de données, dans un souci bien sûr de suivi et pas de perte de données. En production, si un job vient à planter pour n'importe quelle raison, il est important d'avoir une sauvegarde, une archive des données que l'on a traitées pour pouvoir revenir dessus si besoin. Donc, ce composant-là me permet uniquement de créer une archive donc, du dossier à trier, que l'on peut voir ici, et que je vais mettre dans le dossier trier, archive, et je vais l'appeler archive avec la date du jour. Donc, pareil, une routine Talend qui est définie et qui est utilisable n'importe où dans notre job. Et ensuite, je vais faire un petit peu de ménage dans mon dossier à trier et venir relire donc l'ensemble de ces fichiers-là pour venir les supprimer grâce au tfile delete. Donc là, pareil, j'utilise une variable globale de composants de mon tfilelist 2 qui me permet de récupérer le fichier courant. Sans plus attendre, je vais vous illustrer un petit peu comment se passe ce job. Donc ce que je vais essayer de faire, hop, c'est ouvrir un nouvel explorateur. Tac, tac, tac. Et on va visuellement voir un petit peu le processus. Allez, profitez-en, on est bientôt sur la fin de l'intervention de Martial, donc les dernières petites démos qu'il nous fait, profitez-en bien. Exactement. Hop, du coup, j'exécute le job et je vais essayer de réduire rapidement. Hop, comme ça, vous allez pouvoir voir le processus. Donc, vous n'aurez pas le suivi d'exécution de notre job. Et c'est là où on a le stress de savoir si
ça c'est bien exécuté et s'il n'y a pas d'erreur, je le trouve un petit peu long quand même. OK. Alors, je vais faire différemment. Je vais me le basculer sur un autre écran, comme ça, j'y ai toujours accès. Et vous, vous allez voir donc le mouvement des données. Voilà. Donc, j'avais pas forcément cliqué dessus. Donc, je vous remets juste le job pour l'exécution. Voici. Donc, on ne voit pas grand-chose d'intéressant ici, puisque le visuel est ça va surtout tellement ici. vite que tu es obligé de jouer avec les fenêtres en même temps. Et c'est ça, c'est assez rapide pour le coup, comme c'est vraiment des petits fichiers qui contiennent pas de données, c'est vraiment pour l'illustration. Bien sûr, si ça avait été des fichiers beaucoup plus conséquents, le temps d'exécution est rallongé en fonction de ce que l'on a. Donc là, à gauche, le dossier à trier est totalement vide. Et ici, donc, on retrouve dans mon dossier trié donc les fameux dossiers contenant les extensions. Donc ici, on retrouve mon fichier texte. Je retrouve également mon fichier RTF. Le docx, je crois que j'en avais 2, donc je récupère mes 2 fichiers. Et surtout, j'ai un dossier archive. Donc, un dossier archive avec la date et l'heure du jour. Et si je l'ouvre juste rapidement, je retrouve donc mes fichiers originaux avant le tri donc, qui était dans mon dossier. Donc, voilà ce que je souhaitais vous illustrer par rapport à ça. Alors, je vois qu'il est midi, mais j'ai un dernier petit point peut-être à vous montrer. Nicolas, tu me dis si j'ai encore peut-être 5 minutes. Oui, bien sûr, tu peux prendre 5 minutes. Juste, l'exemple que vient vous montrer Martial, c'est très souvent utilisé, cette histoire de j'ai des fichiers, je les zip, je les transfère, je les dézip, je les traite ailleurs, pour de l'échange de données entre deux applications qui ne sont pas au même endroit. Et typiquement, on fait régulièrement de la synchro de CRM ERP vers des sites de vente en ligne. Et très souvent, c'est ce mode d'échange de fichiers qui est choisi avec, par exemple, Sage qui va générer la liste produits d'un côté, les tarifs de l'autre, etc. Hop, on a un job qui prend tout, qui zip tout, qui transfère ça sur un FTP ou ailleurs à côté du site web. Et là, on le dézip, on le prend, on l'extrait et on l'intègre dans le site web. Donc, c'est mine de rien un mécanisme qui est très, très souvent utilisé. Oui, 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 je te remercie du coup d'intervenir dessus, puisque c'est vrai que je l'avais un petit peu passé sous le silence, mais c'est, comme le dit Nicolas à juste titre, c'est vraiment quelque chose qui est très important et très utilisé du coup dans le suivi de process de données. Et alors, Allez, du coup, vas-y, je te pour laisse reprendre un finir petit peu, sur le dernier point que tu voulais évoquer. ça marche, je te remercie. Et du coup, donc pour terminer un petit peu sur la présentation succincte que je vous ai faite, donc là, on va parler un petit peu d'API. Donc ça arrive sur la fin de notre présentation, donc je vais essayer d'être quand même le plus clair possible sur ce point-là, puisque les API sont quand même quelque chose d'assez utilisé lorsqu'on gère la donnée, et d'autant plus à l'heure actuelle, je ne vous apprends rien. Donc ici, je vais pouvoir fermer ce job. Et hop, petit oubli de ma part avant de partir sur les API. Ce qui peut être intéressant de vous montrer, c'est comment construire un job, puisque c'est bien sympa de pouvoir l'exécuter du coup dans notre studio. Mais l'objectif, ça serait de pouvoir de le déployer, par exemple sur une machine Windows ou Linux, pour le faire tourner de manière autonome. Donc je vous montre juste ça rapidement, ça prend 2 minutes. Donc on va rester sur notre job gestion de projet. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est un clic droit sur notre job et construire le job. Ici, on va avoir donc différentes informations, par exemple le fichier dans lequel nous souhaitons l'enregistrer. Donc, ça va être une archive zip. La version, donc je ne vais pas parler de version, mais ici, on est resté en version 0.1, donc il n'y a pas de souci. Les contextes également, si vous avez différents contextes, vous pouvez sélectionner le contexte. Donc, je vous rappelle, contexte de développement et de production, qui peuvent être utilisés. Donc, une fois que j'ai paramétré donc toutes mes informations, je peux venir donc cliquer sur Finish. Ça va me créer une archive et je vais juste vous illustrer rapidement comment fonctionne ce job de façon autonome. Hop. Donc, comme j'ai réutilisé le même job, je vais juste faire un tout petit peu de ménage ici. Hop. Donc là, je passe assez vite puisque c'est pas quelque chose de très intéressant, c'est juste pour préparer l'explication du job. Hop. Donc je remets en fait simplement mes dossiers à trier. Hop. Comme ça, je peux faire du ménage. Et
tac. Et ce qui nous intéresse du coup, je vais me remettre là-dessus. Hop, hop. Et donc là, donc l'archive que j'ai créée est ici. Je vais juste du coup l'extraire. Donc je viens dans le dossier que j'ai extrait. Donc les 3 fichiers que l'on retrouve. Donc là, il faut aller dans le nom de notre job. Et nous avons donc possibilité de lancer donc un .sh pour tout ce qui va être Linux et Mac si je ne me trompe pas, du PowerShell, donc pour tout ce qui est script PowerShell, et du BAT pour du Windows. Donc typiquement ici je vais juste lancer le BAT puisqu'il peut être planifié par n'importe quel outil de planification tel le planificateur de tâches Windows qui fait très bien l'office pour exécuter des scripts BAT. Donc ici je vais juste double-cliquer dessus. Hop, bon, la fenêtre s'est ouverte sur l'autre côté, mais ça a été très succinct. Vous n'aurez pas pu l'apercevoir de toute façon. Et je reviens donc ici, et on peut voir que ce que j'avais supprimé est revenu. Donc le job s'est bien exécuté en lançant donc le script BAT. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer avant tout, c'était l'API. Donc je vais juste hop là, créer un petit job très rapide API. Et nous allons récupérer donc les informations que l'on a donc sur une API. Je vais vous donner l'URL juste pour vous illustrer. Je vais faire quelque chose comme ça, c'est parfait. Hop, donc ici j'ai un nouvel onglet et l'URL que nous allons utiliser, c'est quelque chose de très bateau en fait, c'est random user et vous allez voir quand on se connectant dessus. Donc voilà, on a un objet JSON donc qui va contenir des informations. Donc nous n'allons pas tout récupérer. Hein. Nous, on va s'arrêter donc au genre, au titre, au prénom et au nom. Mais vous allez voir, donc cette API donc, met à disposition du JSON et nous pouvons le récupérer. Donc, ce qu'il faut utiliser comme composant pour pouvoir récupérer les informations d'une API, donc ça va se situer dans la catégorie ESB et Web Service, non, pardon, REST, et c'est le T-REST client, donc typiquement pour se connecter à une API de type REST, donc en ligne. Ici, nous allons donc le paramétrer et en URL, nous allons mettre l'URL que je vous ai fourni et que j'ai affiché à l'écran, donc qui nous affiche donc le format JSON. Donc ici, c'est une API relativement simple, donc on ne va pas avoir beaucoup de modifications à effectuer dessus. On va rester en méthode get puisque c'est du get, mais vous pouvez voir que vous pouvez utiliser différentes méthodes en fonction des requêtes que vous souhaitez effectuer. Et donc là, je vais juste afficher le résultat puisque le schéma est d'office défini. Hop. Donc ici, je vais juste me mettre en mode tableau pour que ce soit un poil plus clair et je vais simplement exécuter le job dans un premier temps. Nous verrons ce que ça va donner. Hop, donc ici, on peut voir que je récupère par exemple un statut code qui est le statut 200. Donc pour ceux qui sont familiarisés un petit peu avec Internet, c'est le code de retour de votre page Internet et 200, ça veut dire OK, tout s'est bien passé. Donc voilà le statut code à quoi il correspond. Nous avons un champ body qui semble lui contenir du XML. Donc c'est pas forcément très bien écrit sur la console, je dois vous l'avouer, mais on voit bien des balises XML, donc nous allons pouvoir récupérer ça. Et nous avons un dernier champ, mais qui celui-ci est nul pour la définition. Donc c'est un champ string qui ne contient aucune valeur. Donc là, l'affichage est correct. Maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est récupérer les balises contenues dans le XML et récupérer donc quelques informations sur notre personnage fictif. Donc nous allons utiliser le composant tXML_map, donc composant très similaire au tmap, vous allez voir tout de suite. Donc je vais commencer déjà par relier mon composant au tXML_map. Et pareil, un double clic. Et là, vous n'allez pas être du tout dépaysé parce que ça ressemble typiquement à un tmap. Donc on retrouve notre colonne statut code, notre colonne body et notre colonne string. Donc sur la colonne body,
on peut voir donc ici le type du coup de colonne. Donc integer et string, on a déjà vu. Cependant, document, nous n'avons pas encore vu ce type de données. Et document, en fait, gardez à l'esprit que ça va représenter donc un XML. Donc on va pouvoir ajouter des sous-éléments, des attributs, récupérer ce genre d'informations-là. Donc ici, nous souhaitons récupérer route et ce que l'on peut faire pour céder, donc c'est utiliser l'API. Donc ce qu'on va devoir récupérer comme sous-élément de route, donc ça va être dans un premier temps result, qui va contenir donc le genre, et ensuite on va récupérer le nom qui va contenir un objet JSON, donc qui va être le titre que l'on a ici, l'onglet first, donc le champ first pardon, qui correspond au nom, et le champ last qui correspond au nom. First au prénom, pardon. Ouais, je crois que j'ai dit l'inverse. Donc first au prénom et last au nom. Bien sûr, ça dépendra du type de retour d'API. Et là, en l'occurrence, ça sera uniquement pour ce cas-là. Et comme je vous ai dit, on ne va pas récupérer l'ensemble des champs puisque ça serait assez pénible à mettre en place et pas forcément qualitatif. Du coup, si je reprends mon talent, donc nous avons l'onglet route. Nous avons dit qu'il nous fallait un sous-élément donc qui s'appelle result. Et chose que l'on va faire, donc c'est changer le positionnement de notre boucle pour venir boucler donc sur notre balise result. Donc un clic droit sur result et sélection as loop element. Donc ici, il nous demande confirmation, on peut faire oui. Et là, maintenant, nous allons pouvoir créer donc nos autres champs à récupérer. Donc, j'ai déjà oublié le premier, c'était gender, pardon. Donc ici, nous allons récupérer gender. Et attention, là, nous allons créer un autre champ, mais qui est un champ, on va dire, voisin à gender, qui est sur la même arborescence. Donc, il y a un sous-élément de result, mais non pas de gender. Et celui-ci, c'est name, si je ne me trompe pas. Et maintenant, donc si on reprend un petit peu notre API, donc on est sur ce champ-là, et nous allons récupérer donc title, first et last, qui eux sont des champs, une arborescence en dessous de notre champ name. Et je vois que je prends encore pas mal de temps, donc je vais accélérer un petit peu. Donc on a title, nous avons first et nous avons last. Donc là, ici, ce sont les champs qui vont être récupérés de notre XML. Maintenant, je vais pouvoir créer une sortie, que je vais appeler sortie, par exemple. Et donc là, lui ajouter des champs. Donc, par exemple, le genre, on va pouvoir le mettre en français, du coup, le titre, donc monsieur ou madame, le nom et le prénom, ici. Et maintenant, je vais venir faire le lien entre mes différentes valeurs. Donc, le genre, ça va être ici. Le titre, le prénom, il va être en dessous. Et le nom, il va être juste ici. Donc là, j'ai juste fait le mapping vers ma sortie. J'applique. Et ici, je vais juste pouvoir mettre un tlog row, ce qui va nous permettre donc d'afficher le résultat en sortie. Donc c'est ce que je vais faire juste ici, en exécutant le job. Et alors, j'ai oublié de le mettre en tableau, on y verra quand même beaucoup mieux, je réexécute. Et donc là, on récupère donc les informations qui nous intéressent, donc le genre, donc c'est une femme, le titre, madame, et j'allais dire qu'elle s'appelle Guillaume, mais non, en fait c'est son nom de famille, son prénom c'est Nuria, donc c'est bon, c'est bien une dame, il n'y a pas de souci, la récupération de données d'API fonctionne. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation de ce que je souhaitais et ce que je pouvais vous présenter pendant cette petite heure et demie. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, surtout, c'est l'objectif. Et je vais peut-être relaisser la parole à Nicolas, mais il me semble que maintenant c'est la partie des questions-réponses. Donc Nicolas, je te rends le relais. Merci beaucoup, Martial. Merci pour tout ça. J'espère que vous plaisir. avez appris beaucoup de choses et surtout que vous avez
vous vous êtes dit, tiens, bah oui, on peut faire ça, et pourquoi pas ci, et pourquoi pas ça. Tiens, je te laisse, voilà, ce que je veux dire, je te laisse couper mon partage, top. Donc j'espère, l'idée c'était vraiment de vous ouvrir le champ des possibles et de se dire, ah tiens, ça aussi on peut le faire avec Talend et ça on peut le faire. Je vais me permettre de revenir là sur quelques questions que j'ai vues passer au